Il y a sans doute plusieurs références ou répercussions évidemment importantes. La première, évidemment, c'est dans l'islamisme contemporain la référence aux premières générations de l'islam. Et cette référence aux premières générations de l'islam a toujours été présente, il faut bien le dire, tout au long de l'histoire de l'islam, même si de ces premières générations de l'islam, on a tiré des leçons souvent très, très différentes, de la première en particulier, c'est-à-dire de la génération de Mohammed et de ses compagnons. Parmi les points les plus remarquables de la présence du Moyen-Âge, encore de nos jours, il y a le fait que le monde arabe tel qu'il est aujourd'hui, dessiné ou étendu depuis le Maroc jusqu'à l'Irak, a été en gros déterminé, ou était déjà en gros déterminé dès le XIIIe ou le XIVe siècle. Ce qui est assez frappant, c'est que ce sont les 5 ou 6 premiers siècles de l'islam qui ont déterminé, qui ont dessiné la figure du monde islamique dans ses divisions d'aujourd'hui encore. C'est-à-dire que le monde de langue persane ou de langue turque situé au nord et à l'est du monde arabe se dessine déjà au XIIe, XIIIe siècle, et que le monde arabe, dans ses frontières d'aujourd'hui, est tout aussi présent et visible au XIIe, XIIIe siècle qu'il l'est aujourd'hui. En gros, ce monde arabe d'aujourd'hui, c'est le monde qui est resté fidèle à la langue arabe de culture, la langue de culture arabe, tandis que l'Orient du monde musulman a choisi d'autres langues de culture, fondamentalement les 2 autres grandes langues de culture, c'est-à-dire le persan, dont l'emprise va jusqu'à l'Inde musulmane, bien entendu, et le turc. Voilà, c'est un point évidemment important. La dernière répercussion, la dernière référence médiévale importante, probablement dans le monde arabe d'aujourd'hui, c'est le fait que ce monde arabe a joué la Belle au bois dormant entre la fin du XIVe, le début du XVe siècle et le XIXe siècle, la Narda. Que, en particulier à l'époque ottomane, l'histoire ne s'est pas arrêtée, contrairement à ce qu'on a dit parfois à l'époque coloniale, mais elle s'est faite ailleurs, c'est-à-dire qu'elle ne s'est plus faite au Caire ou à Damas, elle s'est faite à Istanbul. Et donc, des villes comme le Caire, comme Damas, comme Fès, évidemment, au Maroc, sont devenues de véritables conservatoires du Moyen-Âge. Et on a pu dire du Caire que c'était la plus grande ville médiévale du monde, pour 1000 raisons, entre autres parce que les Mamelouks qui ont beaucoup construit entre le XIIIe et le XVe siècle, la dynastie qui domine l'Égypte entre le XIIIe et le XVe siècle, mais aussi parce qu'on a très peu détruit, parce qu'on a très peu construit ensuite. Et donc la ville est restée un peu immobile jusqu'au XIXe siècle, jusqu'aux grandes transformations évidemment du XIXe siècle, ce qui fait qu'elle présente aujourd'hui un patrimoine médiéval presque sans exemple au monde, dont Paris ne donne pas l'exemple. Parce que Paris a continué à vivre à l'époque moderne et donc qu'on a détruit beaucoup de monuments médiévaux à Paris au XVIe, au XVIIe, au XVIIIe siècle, tandis qu'on ne l'a pas fait au Caire.